Bonjour à toutes et à tous, c'est New Magic. On se retrouve pour la dernière vidéo de La magie sous un autre angle, de l'année 2020 bien sûr. En octobre, je vous avais proposé quelques idées de tours de magie à faire pour Halloween. Cette vidéo vous avait apparemment beaucoup plu, et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire la même chose pour Noël. Donc voici quelques idées de tours de magie à faire pour Noël. En effet, Noël est vraiment l'occasion rêvée de faire des tours de magie. Alors peut-être pas cette année, mais habituellement on se regroupe en famille autour d'un bon repas, on offre des cadeaux, et c'est vrai que cette ambiance est déjà presque magique en elle-même, et cette atmosphère féerique est tout à fait adaptée à la démonstration de quelques petits tours de magie. Alors déjà, évidemment, pendant le repas en lui-même, vous pouvez faire pas mal de petits tours. Il y a des tours avec les fourchettes, les couteaux, avec les verres aussi, ou même avec les serviettes. Vous pouvez donc amuser un petit peu les gens autour de vous avec des petits tours rigolos, ou des petits défis, ou des petites farces. Alors, par contre, méfiez-vous parce que, en règle générale, quand on fait un repas comme ça en famille, on ne sort pas les couverts de tous les jours. On va sortir des beaux couverts, donc faites attention à respecter le matériel et à ne pas tordre des fourchettes ou des cuillères de la ménagère de votre grand-mère parce que je pense que vous allez passer un mauvais Noël là pour le coup. Parmi les effets les plus classiques qu'on peut citer, il y a l'effet de Matrix. Je pense que vous avez déjà vu ça. On place 4 pièces comme ça sur la table. On a 2 ou 4 cartes. On recouvre les pièces et les pièces voyagent jusqu'à toutes se retrouver au même endroit. Donc vous pouvez tout à fait faire cet effet si vous connaissez le truc avec des serviettes et par exemple des bouchons ou alors des sucres ou même des chocolats. Ça marche très très bien. Si on reste sur le matériel à disposition le jour de Noël, vous avez tout ce qui est guirlande ou boule de Noël. Donc les guirlandes par exemple, vous pouvez vous en servir pour faire des effets que vous feriez avec des cordes habituellement. Donc tout ce qui est cordes coupées raccommodées, là vous pouvez faire la guirlande de Noël coupée et raccommodée. Vous pouvez faire des changements de couleur ou des changements de longueur par exemple. Si vous connaissez des tours avec des cordes, vous pouvez tout à fait les faire avec donc des guirlandes de Noël. Et là, ça peut être l'occasion de se mettre un petit peu à distance, faire des tours de salon, comme on dit, c'est-à-dire à quelques mètres des gens qui vous regardent et faire quelques tours comme ça debout, ça peut être pas mal. Pour les magiciens qui ont l'habitude de faire plutôt des tours de balles, vous pouvez tout à fait faire des tours de balles avec des boules de Noël. En plus, l'intérêt, c'est que les boules de Noël, il en existe de plusieurs tailles. Donc en fonction de vos mains ou des effets que vous voulez faire, vous voyez, vous pouvez adapter en prenant des toutes petites ou des moyennes ou des plus grosses, en fonction donc de vos mains et des effets que vous voulez faire. Vous pouvez faire des effets de diminution, de changement de couleur, des choses comme ça. Par contre, méfiez-vous parce que les boules de Noël sont plutôt fragiles, donc si vous les faites tomber, elles risquent d'éclater au sol. Donc c'est pas forcément très très grave, mais disons que ça peut blesser quelqu'un, parce que c'est du plastique en règle générale, il y en a quelques-unes qui sont en verre, donc méfiez-vous. Mais il y en a qui sont en plastique, mais vous pourrez quand même vous couper parce que c'est du plastique très fin, donc voilà, juste faites attention. Et puis vous pourriez vexer la personne à qui appartient la boule, puisque parfois ça peut être une boule un petit peu de valeur, ou ne serait-ce que sentimentale. Donc voilà, méfiez-vous, faites attention au matériel que vous utilisez, encore une fois. J'ai aussi pensé, vous savez, au petit lutin en plastique qui est planté dans les bûches de Noël. Bien, vous pouvez tout à fait vous en servir le lendemain du réveillon, par exemple, donc le jour de Noël, pour, par exemple, faire choisir une carte. Ça peut servir un peu de couteau pour que le spectateur choisisse sa carte. Par exemple, vous faites défiler, il doit mettre le pic dedans. Ça peut être rigolo de faire choisir une carte comme ça. Je pense aussi, alors là par contre il faudrait regarder plus dans le détail, mais je pense qu'il doit être possible de faire des effets qu'on ferait avec des pièces. C'est-à-dire, je pense qu'on doit pouvoir le garder à l'empalmage ou le faire changer de main par exemple. Ça pourrait être le petit lutin un peu magique du Père Noël qui arrive à se téléporter par exemple. Bon, vous pouvez imaginer encore une fois tout ce que vous voulez comme histoire, mais je pense que ça peut être intéressant d'utiliser ça pour faire un tour. Au niveau des tours de cartes, j'ai pensé, vous savez, un peu comme dans la vidéo d'Halloween où j'avais parlé de la dame de pique qui faisait penser à une sorcière et avec donc plusieurs effets un peu autour de ce principe-là. Là, j'ai pensé tout simplement au roi de cœur. Je me dis que voilà, le roi de cœur, il pourrait tout à fait représenter le Père Noël,
hein, avec le côté rouge du cœur bien sûr, et puis l'habit, etc. Bon, là il est bleu bien sûr, mais c'est vrai que je me dis que si on le frotte tout simplement comme ça sur un paquet rouge, on peut lui redonner son habit rouge, ce qui est déjà nettement mieux. Vous voyez, donc c'est le genre d'effet qu'on peut faire. Bon là c'est une simple levée double, hein, c'est vraiment pas compliqué du tout. D'ailleurs je crois que je l'ai pas très bien réussi, on verra au montage ce que ça donne. Mais vous voyez que finalement avec un petit peu d'idées, on peut arriver à faire ce genre d'effet qui semble un peu magique. Le Père Noël qui change de couleur d'habit. On peut aussi partir, vous savez, le Père Noël à la base en fait il était vert, il était en habit vert et c'est Coca-Cola qui l'a comment dire, popularisé un peu plus avec la couleur rouge. Donc maintenant, on s'imagine le Père Noël en rouge. Donc vous pouvez par exemple raconter ça avec un Père Noël à dos vert, et puis vous le faites changer de couleur en rouge par exemple, ou au contraire vous le rendez vert pour lui rendre sa vraie couleur d'origine. Là c'est vous qui voyez à partir du moment où vous avez un dos vert. Toujours au niveau des cartes, au niveau des histoires à raconter, je me suis dit qu'avec les autres rois, on pouvait peut-être raconter quelque chose, notamment autour des personnages du Grinch et de Scrooge. Scrooge, c'est un personnage qui a été inventé par Charles Dickens dans son roman A Christmas Carol en anglais, donc Un chant de Noël en français. Et ce personnage donc n'aime pas Noël, il est assez aigri, et puis bon à la fin de l'histoire il va finalement aimer Noël et apprécier cette féerie et tout ça. Donc on peut tout à fait utiliser les autres rois, peut-être plus un roi noir qui n'est pas content, vous voyez ils font un peu la tête, et représenter ce personnage là. Et éventuellement, imaginer que donc toute une histoire où donc ce personnage un peu aigri va se transformer en faux Père Noël, et il va faire disparaître le vrai Père Noël, il va se faire passer pour lui, et donc à la fin, par exemple, les As ou les valets qui pourraient représenter les lutins du Père Noël vont mener l'enquête et vont réussir à retrouver, à démasquer donc le Scrooge, et puis à retrouver le vrai Père Noël, par exemple. Donc là bien sûr je vous laisse voir en fonction des techniques que vous connaissez, en fonction de comment vous appréhendez un petit peu cette histoire, ce que vous voulez amener, comment vous le faites. Est-ce que c'est un tour de petit paquet? Est-ce que ça va être mélangé au milieu du grand paquet? À vous de voir. J'aime bien aussi l'idée du Père Noël magique. Vous voyez, il a des pouvoirs magiques, et par exemple, vous pourriez commencer en demandant comment le Père Noël fait pour distribuer tous les cadeaux dans toutes les maisons, et dire tout simplement qu'il a des pouvoirs magiques et qu'il n'est jamais là où on le croit. Il arrive à se téléporter, vous voyez. Donc par exemple, vous pouvez faire en sorte de le perdre au milieu du jeu, donc là vous faites un tour de carte ambitieuse, hein, comme avec la dame de pique la dernière fois, vous le perdez au milieu du jeu et il revient au-dessus par exemple, ou alors vous le mettez sur le côté et il revient là, ou vous faites un change, où en fait on pense qu'on a mis par exemple un autre roi ici, et au final on retourne et c'est le roi de cœur, donc le Père Noël, qui arrive à se téléporter. Donc vous pouvez tout à fait faire ce type d'effet aussi avec un tour qui va s'apparenter un peu au Bonto. Vous savez, le Bonto, c'est un tour où on a 3 cartes, dont une rouge et 2 noires par exemple, et on doit retrouver la rouge. En mélangeant, le spectateur doit retrouver la rouge. Et bien là, vous pouvez tout à fait dire par exemple que vous mettez le Père Noël au milieu. Là, vous faites un faux comptage, par exemple comme ça. Et en fin de compte, le Père Noël n'est plus au milieu, mais il est dessous, mais ça les spectateurs ne le savent pas. Vous redistribuez les cartes comme ça sur la table. Où est le Père Noël? Les gens vont penser qu'il est là, et en fin de compte, non, il est arrivé ici, puisqu'il arrive à se téléporter, il arrive à changer. Là, il existe énormément de routines aussi à faire avec ce principe-là, donc le Bonto, avec plein de techniques différentes. On ne va pas rentrer dans les détails, mais si vous en connaissez quelques-unes, ou si vous voulez en apprendre quelques-unes, n'hésitez pas à chercher ça un petit peu sur Internet et à faire un tour comme ça, où vous allez avoir votre carte clé qui sera le roi de cœur pour le côté Père Noël, et puis d'autres cartes autour, et puis vous montrer que le Père Noël est magique, qu'il arrive à se téléporter, éventuellement à disparaître à la fin, pourquoi pas, ou à réapparaître dans une poche. Voilà, donc faut pas hésiter à essayer de creuser un petit peu cette idée-là. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose vraiment de très original. Pour conclure, au niveau des tours de cartes, j'ai pensé également à cette routine, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un tour qui s'appelle Out of the World, je pense que vous avez déjà dû voir ça. En gros, le principe c'est que le magicien va placer 2 cartes comme ça sur la table, et le spectateur va devoir, à l'aveuglette, hein, donc les faces en bas, distribuer les cartes soit dans la pile des rouges, soit dans la pile des noirs, en essayant de deviner si la carte est rouge ou noire. Donc il va distribuer comme ça les cartes au fur et à mesure, et à la fin, le magicien va retourner les cartes et montrer que le spectateur a eu complètement raison, puisqu'il ne s'est jamais trompé, toutes les cartes rouges sont bien avec la pile des rouges, toutes les cartes noires sont bien ensemble dans la pile des noirs. Donc c'est Out of the World, c'est comme ça que s'appelle ce tour-là. Et donc, adapté à Noël, on pourrait tout à fait imaginer de faire ce tour-là à un spectateur
en lui demandant de trier les enfants. Donc les cartes représenteraient les enfants sages ou pas sages, ceux qui méritent d'avoir un cadeau et ceux qui ne méritent pas d'avoir de cadeau. Donc par exemple, on peut dire que les sages c'est les rouges et les pas sages c'est les noirs, pourquoi pas. Et donc dans ce cas-là, on place le spectateur dans la peau du Père Noël et on va lui demander de choisir, enfin d'arriver à deviner si l'enfant a été sage ou pas sage, sans regarder. Donc il est censé savoir, ou en tout cas essayer de deviner à son intuition, est-ce que cette carte-là, donc qui représente un enfant, est-ce qu'elle était sage, pas sage, etc. Et à la fin, donc on va révéler donc face en l'air les paquets, et on va lui montrer qu'effectivement il ne s'est pas trompé et qu'il a bel et bien réparti les enfants, sages et pas sages, donc noir et rouge. Donc, je vous expliquerai pas ce tour-là, mais je pense que vous en trouverez des explications aussi sur internet. En tout cas, c'est un tour qui est assez facile à faire. Enfin, il y a plusieurs manières de le faire, mais il y en a certaines qui sont vraiment très faciles. Et c'est un très très gros impact sur le public. Et donc, avec cette idée de enfant sage ou pas sage, ben, ça peut s'adapter à Noël. Avant de vous laisser, eh bien, je vais vous expliquer un petit tour de magie qui est un tour de mentalisme et je pense que ça va vous plaire. J'espère, en tout cas, vous me direz ça dans les commentaires. C'est un tour de mentalisme assez classique, mais revu un petit peu, enfin, vous allez voir. Je vous explique le principe et après, je vous expliquerai comment réaliser ce tour. Alors, imaginez que j'ai ici 4 boîtes. Je les ai pas, mais bon. Imaginez que je les ai, vraiment, là c'est pour la vidéo, je les ai pas, mais en vrai vous les avez devant vous. Donc il y a 4 boîtes identiques, vraiment toutes identiques. Donc j'explique au spectateur que dans l'une de ces 4 boîtes, il y a un cadeau, un beau cadeau, et dans les autres, il n'y a rien. Ou alors des petits cadeaux tout pourris. Là c'est vous qui voyez. Donc dans quelques instants, il va devoir choisir une boîte, mais avant ça, on va se tourner tous les deux, et un deuxième spectateur va mélanger les boîtes. Comme ça, ni le magicien ni le spectateur ne savent où et quelle boîte. Donc on se tourne tous les deux et il y a une troisième personne, donc un deuxième spectateur, qui mélange les boîtes. Dès qu'il a fini, on se retourne et maintenant on va inviter le spectateur à poser 2 index sur 2 boîtes, celle de son choix. Admettons qu'il y ait une ici, une ici, une ici, une ici, qu'il fasse comme ça ici. Donc là on va lui dire, vous prenez les 2 boîtes et vous les mettez de côté. Il en reste 2. Maintenant, il va placer sa main sur une des 2 boîtes, celle de son choix. Celle-là, par exemple, on va par exemple enlever l'autre. Il a choisi une boîte sur les 4, il en a éliminé 2, il en a choisi une sur les 2. On ouvre, et effectivement, c'est dans cette boîte-là qu'il y a un beau cadeau. Et on ouvre les 3 autres, et les 3 autres sont vides. Donc ça, c'est le principe de base. Vous l'aurez compris, je pense, parce qu'on en a déjà parlé à 1 ou 2 reprises, je crois. Il s'agit d'un forçage, donc on va forcer une des boîtes et on va utiliser le forçage du magicien ou le forçage à l'équivoque pour amener le spectateur, on va le guider sans qu'il le sache, vers l'une des 4 boîtes. Maintenant, comment on va faire ça? C'est pas très très compliqué, je vous explique ça tout de suite. J'espère que vous les voyez bien, mais j'ai ici 4 petits papiers cadeaux, on va dire, 4 petits cadeaux, dont un qui est blanc, c'est fait exprès. Imaginez que les 4 soient vraiment identiques, on va dire qu'ils sont tous jaunes. Là, je représente le blanc parce que c'est dans celui-là qu'il y a le beau cadeau. D'accord? Donc ça, c'est pour nous, là, pour les explications. On va dire donc que le beau cadeau est dans cette boîte-là. Les autres boîtes, on va dire qu'elles sont vides. Alors là, j'ai mis des boîtes, ça pourrait être des boîtes d'allumettes, ça pourrait être des enveloppes, ça pourrait être aussi, pourquoi pas, des cadeaux emballés, hein, dans des petits cartons. Si vous avez un petit peu de temps, vous préparez votre tour comme ça. En prévoyant 4 boîtes, donc l'important c'est que les 4 boîtes soient vraiment identiques. Maintenant, celle qui va contenir le cadeau, elle doit avoir une petite marque, quelque chose, une petite distinction. Et ça, vous seul le savez, bien sûr, il ne faut pas que ce soit visible des spectateurs. Et donc cette petite distinction va vous permettre, vous, magicien, de savoir laquelle des 4 boîtes contient le cadeau. Ici, c'est très visible parce que c'est pour les explications, encore une fois, mais normalement, elles sont vraiment toutes identiques. Il n'y a que vous qui savez qu'il y a une petite différence très légère. Cette petite différence, ça peut être, si vous faites des paquets cadeaux, ça peut être au niveau du nœud, ici. Vous pouvez par exemple faire en sorte qu'il y ait l'un des fils qui soit légèrement plus long que les autres. Il faut que ce soit quand même net pour vous, mais que les spectateurs ne s'en rendent même pas compte. Donc vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi faire une petite marque à l'ongle, par exemple, si c'est une enveloppe, ou si c'est une boîte d'allumettes, ou alors, par exemple, un petit trait très léger au crayon à papier sur un coin, vraiment quelque chose de presque pas visible, c'est-à-dire que les boîtes vont être examinables par les spectateurs, ils vont les regarder, ils vont les sous-peser, ils vont voilà. Donc l'idée c'est que vraiment cette petite marque, il y a que vous qui la voyez, quoi.
Une fois que vous avez fait ça, vous avez préparé votre tour. Donc là, vous arrivez devant les spectateurs et vous allez expliquer. Donc vous dites que vous présentez donc les 4 boîtes, ou les 4 enveloppes, encore une fois, hein, ou les 4 boîtes d'allumettes, ou les 4 cadeaux, peu importe. Et vous dites que dans l'un d'eux, il y a un cadeau. Si vous prenez des enveloppes, vous pouvez par exemple mettre un billet, si vous voulez offrir un billet, par contre vous l'offrez à la fin. Mais dans ce cas-là, vous pouvez le faire devant les spectateurs. Vous pouvez montrer les 4 enveloppes vides, vous mettez le billet bien sûr dans celle que vous avez préparée avec la petite marque secrète, sans le dire, donc vous choisissez celle-là pour mettre le billet dedans, donc devant eux, et ensuite vous faites mélanger les enveloppes par quelqu'un. Si vous prenez par contre des petits paquets cadeaux, ça sera déjà fait à l'avance. Si vous voulez pas donner de sous ou pas offrir de cadeaux trop chers, vous pouvez bien sûr laisser un petit mot, juste un bon pour un bisou par exemple. Voilà, bon pour une petite bise, ça sera gentil, ou bon pour un petit câlin. Voilà, vous pouvez faire ça. Ça sera toujours agréable et gentil à faire pour Noël. Vous pouvez aussi, tout à fait, si vous préparez des petites boîtes, vous pouvez mettre tout simplement un chocolat. C'est toujours sympa, les autres boîtes elles n'ont rien, et puis il y en a une qui a un petit chocolat, ça fait toujours plaisir. Vous voyez, c'est pas la peine de mettre quelque chose de cher ou de. C'est vraiment une petite attention, et je pense que c'est pas mal de faire gagner le spectateur. Là, je voudrais faire une petite aparté parce que ce tour de magie, il est beaucoup utilisé par les mentalistes. C'est un tour assez classique, mais en règle générale, le mentaliste gagne à la fin, le spectateur perd. Et personnellement, j'ai jamais aimé ça. Je trouve que c'est un peu se foutre de la gueule du spectateur en fait, parce qu'on lui fait croire qu'il va pouvoir gagner peut-être un billet de 50 € par exemple, alors qu'en réalité pas du tout. Il va pas gagner, c'est le magicien qui va gagner le billet à la fin. Donc là, notamment pour Noël, je trouve que c'est pas du tout adapté de faire ça. C'est dénigrer un peu le spectateur, je trouve. Ça sert à rien quoi. Il n'y a pas vraiment, à part se mettre soi-même en valeur, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça. Je préfère moi personnellement faire en sorte qu'il y ait un lot à gagner et que le spectateur le gagne effectivement à la fin. Surtout à Noël, c'est sympa. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose de valeur. Vous pouvez si vous le voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Donc, je ferme la parenthèse, et donc comment va se dérouler ce fameux forçage à l'équivoque? Le forçage à l'équivoque, on fera une vidéo vraiment dédiée dessus, peut-être même plusieurs, parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus, mais là, disons qu'on va voir les bases, pour commencer, et puis, dans l'année, je pense, on fera une vidéo un petit peu plus poussée. Donc, je rappelle, vous avez présenté vos 4 enveloppes, vos 4 boîtes, vos 4 cadeaux, et vous expliquez que dans l'un d'eux, il y a quelque chose, un petit cadeau à gagner, et que dans les autres, il n'y a rien. Là, vous invitez donc un deuxième spectateur à mélanger les boîtes. Donc vous vous tournez, et le spectateur désigné va mélanger, comme il le souhaite, les boîtes. Vous, une fois qu'il a fini, quand vous allez vous retourner, vous allez repérer secrètement la boîte qui contient le cadeau, puisqu'elle a une marque, elle a quelque chose qui va vous permettre, vous, de savoir où elle se trouve. Si jamais vous avez un peu de mal, vous pouvez tout simplement replacer sur la table les boîtes. Vous voyez, prendre 2 minutes, enfin pas 2 minutes, prendre allez, 5 secondes ou 10 secondes pour replacer les boîtes, les enveloppes, sans non plus trop les manipuler, parce que l'idée c'est vraiment que ce soit le plus propre possible, mais vous pouvez tout simplement, en les redressant, en les remettant droite, prendre le temps de les regarder, du coup, pour repérer votre petite marque. Ça, c'est une petite astuce. Une fois que vous avez bien tout réaligné, vous invitez donc votre deuxième spectateur à placer ses index, donc on lui dit qu'il va finir avec une boîte dans les mains, et on va lui demander donc de désigner avec ses 2 index 2 boîtes, les 2 boîtes de son choix. Là, il y a 2 options possibles. Soit il ne va pas désigner la boîte qui contient le cadeau. Et dans ce cas, vous allez lui dire tout simplement de prendre les 2 boîtes qu'il a désignées pour les mettre sur le côté. Soit il va désigner la boîte qui contient le cadeau et une autre des boîtes, par exemple celle-là. Dans ce cas, vu qu'il désigne celle qui contient le cadeau, dans ce cas, vous faites comme s'il finalement il allait les choisir, les garder, et donc vous laissez avec ces index comme ça et vous enlevez les 2 autres. Dans les 2 cas, pour le spectateur, ça semble logique puisque vous n'avez pas dit, donc c'est là où on revient au baratin et au boniment du magicien, où, attention, vous n'avez pas dit, vous allez choisir 2 cartes. On lui dit simplement de désigner 2 cartes avec ses index, en gros. Donc de placer ses index sur 2 cartes, pas des cartes, pardon, sur 2 boîtes. Donc ça veut dire que là, lui, il ne sait pas finalement ce que ça veut dire de désigner. Est-ce qu'on va les garder ou est-ce qu'on va les enlever? Il ne sait pas. Donc à vous, tout simplement, de faire comme si c'était tout à fait naturel. En gros, il désigne ceux-là, et vous lui dites, bah allez-y, vous pouvez les enlever. Donc il les met sur le côté, vous pouvez les mettre sur le côté, on les enlève. Ou alors, s'il désigne celle-là, vous ne dites rien, vous ramassez les 2 autres, et à la limite, vous pouvez dire, bah, on les garde, pas de problème, voilà. Dans tous les cas, on garde de toute façon la boîte qui contient le cadeau. Ça, c'est sûr. Maintenant, deuxième étape.
on a forcément la boîte qui contient le cadeau et une autre boîte vide. Donc là, on ne va pas lui redire de mettre son index, parce qu'il y a des risques pour que ça ne se passe pas comme à l'étape précédente. Imaginons qu'à l'étape précédente, il avait mis ses index dessus, et que cette fois, donc on lui avait dit de les enlever, et que cette fois-ci, il mette son index là. Logiquement, on devrait lui dire de les enlever. Et on ne veut pas qu'il enlève celle-là, on va enlever l'autre en fait. Donc du coup, on ne va pas lui dire de mettre son index cette fois-ci, on va lui dire de, par exemple, placer sa main dessus, ou de la pousser vers nous. Et là, du coup, encore une fois, en plaçant sa main, ça pourrait vouloir dire je la garde pour moi. Ou alors, ça pourrait vouloir dire je l'enlève. Donc, là, vous lui dites de placer sa main, de poser sa main sur l'une des deux boîtes. Soit il va la placer sur la boîte qui ne contient pas le cadeau, donc dans ce cas, vous lui dites on l'enlève, et vous prenez celle-là en disant il n'en reste plus qu'une. Soit il va la mettre sur celle qui contient le cadeau, et dans ce cas, vous lui dites bah, tirez-la vers vous, et on enlève ça. Dans tous les cas, bien sûr, on garde la boîte qui a le cadeau. Et ensuite pour la révélation, donc là il y a deux possibilités. Soit on va ouvrir tous les autres d'abord pour montrer qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, et on ouvre celle-là à la fin. Je pense pas que ce soit le mieux, je pense que le mieux c'est d'ouvrir celle-là en premier, donc il va voir le cadeau, et là il va peut-être se dire, oui, mais finalement il y en avait peut-être un dans chaque, et là on va lui dire d'ouvrir les autres. Une autre option, ce serait de les ouvrir au fur et à mesure qu'on les élimine, mais je trouve personnellement que ça alourdit le tour, et que finalement on perd un peu en suspense, puisque une fois qu'on a ouvert les deux premiers, qu'on sait qu'ils sont vides, il n'y a plus qu'une chance sur deux. Donc finalement, une chance sur deux, c'est plus très magique en fait pour la fin, pour le final. Alors que si on les ouvre pas, pour le spectateur, il est possible qu'il ait éliminé celle qui a le cadeau. Vous voyez? Donc je pense que c'est préférable de les ouvrir à la fin, et moi personnellement, je commencerai par la dernière boîte gardée, et ensuite on ouvre simplement les autres pour montrer qu'il n'y avait rien. Voilà, donc encore une fois, hein, le forçage à l'équivoque, on y reviendra. Là, vous avez une première version avec 4 éléments. Vous pouvez tout à fait l'adapter à plein de choses. Là, on est sur des cadeaux, on va offrir quelque chose au spectateur. Mais vous pourriez par exemple avoir 4 objets, et puis faire ce forçage-là. Mais dans ce cas-là, vous faites une prédiction avant. Vous allez choisir la boule de Noël par exemple, et puis vous forcez la boule de Noël. Bon, c'est pas forcément très pertinent de le faire comme ça avec des objets visibles, il vaut mieux le faire avec des objets cachés, donc des enveloppes, des choses comme ça, et puis éventuellement vous pourriez faire noter des mots en lien avec Noël par exemple, les faire ranger dans des enveloppes, et vous marquez votre prédiction, et là vous faites gagner celle qui correspond. Encore une fois, de toute façon, il faudra que vous ayez une marque sur l'enveloppe, par exemple en l'occurrence, pour savoir laquelle contient quel mot. Oui, une chose à mon avis qui est assez importante, notamment quand on fait comme ça des tours en famille ou avec des amis, c'est de faire examiner le matériel avant et après. Là, c'est tout à fait faisable, donc ne vous en privez pas. Si vous faites des paquets cadeaux, par exemple, le coup du petit fil là, qui dépasse un petit peu plus sur l'une, en plus de ça, après, une fois qu'ils seront ouverts, vous n'aurez plus aucune trace. Donc du coup, ça peut être bien, si vous faites des petits paquets cadeaux, de faire un petit ruban comme ça, et d'avoir cette petite distinction-là, et qu'une fois qu'on l'ouvre, ça disparaît, et vous êtes clean, quoi, vous êtes propre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné plein d'idées pour Noël. J'espère surtout que vous allez pouvoir passer des fêtes un petit peu en famille, au moins, avec quelques personnes, avec quelques amis. Moi, je vous dis en tout cas à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos de magie. En attendant, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, surtout pour que la chaîne soit un petit peu plus visible, un petit peu plus connue. On a dépassé la barre des 200 abonnés. Merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés de ces dernières semaines. Et moi je vous dis en tout cas à l'année prochaine pour de futures vidéos de la magie sous un autre angle.